C'est vrai qu'on parle souvent de l'autonomie finalement dont ont besoin les équipes métiers, les équipes business pour leurs usages data. Et en fait, moi je pense que c'est aussi important, et peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais de l'autonomie des équipes data. Pour arriver à ça, de façon très macro, ça se traduit par, on va dire, trois choses. Le premier, c'est le positionnement dans l'entreprise. Nous, la direction data, elle est rattachée directement à la direction générale. On n'est pas au sein d'une DSI ou d'une direction des opérations ou d'une direction business ou produit. Et je pense que ça, c'est important de garder une organisation qui sait finalement évoluer et s'adapter en fonction des compétences de chacun et d'avoir ce côté un peu polymorphe et un peu flou presque, mais qui est assez enrichissant et qui fait aussi beaucoup progresser et qui stimule cette créativité collective. Aujourd'hui, je reçois Sébastien, qui est en charge des équipes data chez Floa, la fintech qui permet à ses clients commerçants de proposer des paiements fractionnés. Il propose aussi des produits financiers comme des prêts, des cartes de crédit, etc. Ils ont récemment été rachetés par BNP Paribas, vous voyez, pour un montant environ 260 millions d'euros. Donc, grosse success story. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, du lancement du département data et de son plus gros challenge, à savoir créer une équipe data autonome. Hello Sébastien, ça va ? Ça va super, ravi d'être là avec toi. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Floa pour commencer, s'il te plaît ? C'est une fintech bordelaise. On est à peu près 500 personnes, on est essentiellement basé à Bordeaux. On a une centaine de personnes qui sont sur la partie call center à Niort. Et puis des équipes un peu commerciales qui vont être plutôt à Paris, à Lisbonne, à Madrid, à Milan pour le développement à l'international. Et du coup, les produits qu'on va avoir, ça va être tout ce qui va être pour l'univers du paiement et du crédit. Donc avec à la fois des services, comme tu disais, qui sont plutôt orientés B2B, où ça va être de proposer à des commerçants, à des e-commerçants, qui vont même proposer à leurs clients finaux des solutions de paiement fractionnés notamment. Et puis ça va être aussi de travailler sur tout l'environnement consumer finance, donc soit en direct, soit via des acteurs fintech, type Lydia, type Bankin, à qui on va proposer des solutions de crédit, de mini-crédit, de cartes, d'assurance. Globalement, pour donner une idée, on a à peu près 4 millions de clients, alors essentiellement en France aujourd'hui, et de plus en plus, on essaie de se développer à l'international. Et puis, on a financé l'an dernier, pour donner une idée, à peu près 3 milliards d'euros de production de crédit. Comment tu t'es retrouvé, toi, Chief Data and AI Officer chez Floa ? Moi, j'ai rejoint Floa il y a 4 ans. Donc, au départ, c'était finalement pour travailler avec la direction générale sur différents sujets, différents projets, dont la data. En fait, avant ça, j'avais pas baigné dans l'univers de la data. C'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Floa. Auparavant, j'avais eu donc d'un point de vue académique, j'avais fait une école d'ingénieur avec un master en business school à l'étranger. Et puis ensuite, j'avais fait un graduate programme chez Orange, où j'avais passé 5-6 ans avec des expériences à Paris, à New York. Et puis, quand je suis arrivé chez Floa, ça a été la découverte de l'environnement autour de la data. Et au fur et à mesure, ça m'a beaucoup plu. On a vu qu'en fait, c'était bien plus qu'un simple projet. On en a fait une direction il y a un peu moins de 3 ans maintenant. Mais du coup, quand tu arrives chez Floa, ton rôle, c'est quoi ? Donc, c'est de travailler avec la direction générale. Donc, c'était un peu une sorte de chef de projet, PMO sur les différents sujets transverses pour la DG. Mais donc pas spécifiquement la data, c'était plus large, ça pouvait toucher à... Il y avait un gros projet qui était la data, mais il y avait d'autres projets aussi autour du risque, autour de l'IT, de la sécurité, du RGPD. Donc, il y avait différentes composantes transverses. Et ce qui était assez intéressant, c'est que d'un point de vue onboarding, moi, ça m'a permis de découvrir plein d'équipes différentes, plein de sujets différents et en fait, au fur et à mesure de monter en compétence sur tout ça. Et donc là, la data, finalement, prend un rôle de plus en plus gros. Et donc, toi, tu te positionnes petit à petit, ou en tout cas, tu te fais positionner, je sais pas, sur un rôle de leader data. Et du coup, tu m'avais parlé, lorsqu'on s'était appelé, d'un sujet que j'ai introduit au départ, qui représente un peu le plus gros challenge que tu as rencontré sur ces dernières années, à savoir créer une équipe et une organisation data autonome. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de contexte autour de ce challenge et peut-être notamment nous expliquer aussi un petit peu quels sont les points de douleur ou les éléments qui ont fait émerger ce besoin ? Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de l'autonomie finalement dont ont besoin les équipes métiers, les équipes business pour leurs usages data. Et en fait, moi, je pense que c'est aussi important, et peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais de l'autonomie des équipes data. Pour arriver à ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que l'objectif ultime, c'est effectivement de faire en sorte qu'un maximum de gens dans l'entreprise puissent être autonomes sur leurs usages data. Et en fait, c'est vraiment de se dire comment je peux le mettre en place. Et donc, je n'oppose pas du tout l'autonomie, on va dire, des métiers sur leurs usages avec l'autonomie d'une équipe data. Mais au contraire, je pense que l'un va servir l'autre. Et c'est un peu, si je reprends l'image de l'iceberg, c'est quelque chose que je prends assez souvent. Dans une entreprise, on va souvent être d'accord sur les use cases prioritaires. Par exemple, chez nous, c'était tout ce qui était sur le scoring d'octroi, le scoring de solvabilité, parce que comme on est dans le financement, on a besoin de savoir si on va accepter ou pas une demande. Et donc, le tip of the iceberg, c'est souvent ces use cases prioritaires. Et en fait, derrière, il y a le dessous de l'iceberg. Il y a tout ce dont j'ai besoin de construire pour arriver à délivrer ce use case. Ça va être l'ingestion de données, ça va être la documentation, ça va être mes étapes de transformation, de prep, ma gouvernance,
tous les travaux que je vais avoir un peu en sous-marin d'une certaine façon, qui vont en fait me servir à délivrer ce use case-là. L'autonomie de mon équipe data, elle va me permettre de construire ce dessous de l'iceberg-là. Et c'est là où c'est intéressant d'un point de vue réflexion d'entreprise, de dire, OK, nous, au niveau effectivement du COMEX, la direction générale, on sait qu'on est d'accord sur ce use case-là, mais on sait qu'on n'a pas toutes les billes pour comment y arriver. Donc, on vous fait confiance et dire, vous avez l'autonomie, vous avez la confiance pour travailler sur ces sujets de fond du moment, entre guillemets, qu'on délivre le tip of the iceberg. Du coup, tu as déjà partiellement répondu, mais peut-être on peut rentrer un poil plus dans le détail. C'est quoi une équipe data autonome concrètement? Quand on parle d'autonomie, finalement, sur la direction data, de façon très macro, ça se traduit par, on va dire, 3 choses. Le premier, c'est le positionnement dans l'entreprise. Nous, la direction data, elle est rattachée directement à la direction générale. On n'est pas au sein d'une DSI ou d'une direction des opérations ou d'une direction business ou produit. Le deuxième point, c'est qu'on a un budget sur lequel on est autonome. C'est-à-dire qu'on peut faire nos choix en termes d'outils, en termes de formation, en termes de staffing aussi. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a à disposition toutes les compétences dont on a besoin finalement pour que la plateforme, elle tourne de A à Z, que ce soit pour récupérer mes données avec mes profils data ingénieur, faire toute ma partie transformation, prep, modélisation de mon data warehouse, mais aussi l'exploitation sur des usages plutôt orientés data science, algorithmie, avec des profils data scientists qui eux-mêmes travaillent avec des profils data ingénierie, voire même des équipes IT chez nous sur des profils plus dev, mais aussi des profils data analytics, data viz, et puis des profils type chef de projet, stratégie data. Et si on rentre encore un poil plus dans le détail, comment ça se matérialise même à un niveau plus orga, d'équipe peut-être? Je ne sais pas si ça a un impact sur les fiches de poste, sur la manière dont tu coaches les équipes, sur le management entre les différents niveaux de seniorité, ce genre de choses. Ouais, alors, premier point, c'est que déjà, une organisation, c'est pas qu'un organigramme ou une répartition en squad. C'est vrai que c'est beaucoup plus que ça. C'est tout un accompagnement en fait des équipes. C'est le rôle des managers. C'est les modes de fonctionnement de l'équipe. C'est comment je répartis le temps des équipes, les formations et les bonnes pratiques qu'on veut mettre en place. Ça, c'est ce qui est justement rendu possible par l'autonomie. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, l'organisation, elle est mouvante, elle est polymorphe et on pourra y revenir un peu là-dessus. Et donc, pas forcément facile à décrire. Mais si j'essaie de résumer, donc nous, on a 4 équipes. Donc, une qui est Data Factory avec des profils plutôt data ingénieur. Une équipe qui est BI Data Analytics, donc sur tout ce qui est Viz Analytics. Une équipe Data Science avec des profils Data Scientist et des profils Data Ingénieur. Et puis, des profils type chef de projet, stratégie data. Et puis, on travaille aussi en proximité avec une équipe de la DSI, une équipe de dev, en fait, qui est dédiée sur nos problématiques data. Donc ça, c'est plutôt sur la partie, on va dire, équipe, découpage. Mais derrière, on a des squads ou des équipes de référents à la fois fonctionnelles, donc sur différentes typologies de produits, typologies de lignes de business métier, mais aussi des référents technologiques ou des référents outils sur une communauté Snowflake, une communauté Tableau. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir déjà au niveau de la direction data. Et puis à côté de ça, nous, on va travailler aussi beaucoup avec les autres équipes dans lesquelles on va avoir des analystes fraude, business, risque, financier. On va avoir aussi des profils plus explorer Tableau, qui vont pas forcément coder, utiliser du SQL, mais qui vont avoir cette appétence data, cette envie de pouvoir faire leur exploration. Donc voilà, c'est quelques exemples finalement sur comment ça se traduit l'organisation. Après, chaque équipe au niveau de la data peut avoir son organisation propre. Par exemple, côté Data Factory, ils sont plutôt sur ils essayent plutôt d'aller dans un mode agile, ce qui n'est pas le cas des autres équipes. Donc chacun après peut adapter ça. Et c'est pas évident quand tu mets en place ce type d'organisation ou d'initiative, tu vois, qui peut paraître parfois un petit peu intangible, de mesurer les performances et les résultats. C'est quelque chose, vous, que vous avez fait en interne? Ouais, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ce qu'on disait, en fait, une organisation, elle est au service d'une stratégie à un moment donné. Donc, c'est de se poser la question, finalement, c'est quoi les objectifs et comment je veux les mesurer? Je pense que nous, dans notre cas, avec un peu de recul, les objectifs, c'était le premier déjà de stabiliser l'équipe data, de faire en sorte que les profils qui font de la data, qui sont quand même des profils assez demandés et sur lesquels il y a beaucoup de renouvellement en termes de compétences, d'évolution, on arrive à les fidéliser, à faire en sorte qu'on crée un environnement dans lequel ils sont épanouis avec toute l'envie de pouvoir accompagner l'entreprise. Et je pense que là-dessus, un KPI intéressant, c'est le turnover. Donc nous, c'est vrai que depuis 3 ans, donc aujourd'hui, ce que je dis sur la direction data, on est une 40aine, dont une 30aine d'internes. On a eu un départ au lancement de la direction. On a eu une personne qui nous a quittés pour un suivi conjoint, mais sinon, on n'a pas eu de départ au niveau des internes. Et c'est quelque chose, alors je croise les doigts pour pas le jinxer, mais voilà, qui est aussi assez révélateur de l'ambiance et finalement de cet épanouissement qu'on peut avoir dans les équipes. Et on a même d'ailleurs des externes, des gens qui étaient en prestation chez nous, qu'on a internalisé justement parce qu'à la suite de la mission, ils ont trouvé que ça se passait bien. Voilà, c'est un premier KPI qui est lié à l'objectif, qui est de se dire la stabilité de mes équipes data. Le deuxième objectif, c'est le delivery. C'est de se dire, si on fait ça, le but, c'est quand même d'arriver à faire en sorte qu'on crée un maximum de valeur au travers de la data.
Bon, là, on pourra revenir sur des exemples, mais c'est finalement au travers de tous les projets qu'on a pu mener, tous les ROI qu'on a délivrés. Alors, il y a des projets sur lesquels le ROI il est très facilement mesurable. Par exemple, sur de la détection de fraude, c'est très facile de savoir cette fraude-là, je l'ai évitée, donc ça m'a fait économiser tant de centaines de milliers d'euros. Il y a des projets sur lesquels le ROI il est un peu plus indirect, mais on arrive à le mesurer sur de la gestion de risque, sur des projets plus analytiques. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels le ROI est carrément indirect. Mais par contre, ça va être vraiment sur des évolutions un peu systémiques au niveau de l'entreprise. Et le troisième objectif, c'est vraiment cette notion d'acculturation et d'autonomisation de tout le monde. Faire en sorte qu'en fait, il y ait un maximum de gens qui puissent accéder à la donnée. Et là, les KPI, il y en a plusieurs. Le premier, c'est déjà de se dire qu'aujourd'hui, chez Floa, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont accès aussi simplement à autant de données. Donc là, je fais une petite pensée pour Zouir dans mes équipes. C'est un message qu'on répète souvent aux autres équipes. Et lui qui est là depuis 10 ans a bien vu cette transformation-là. Donc c'est quand même un premier indicateur qui prouve cette évolution-là. Je pense que le deuxième indicateur, c'est de se dire la data, elle a vraiment vocation à être utilisée par tous, donc par des profils analytiques, mais aussi par des profils beaucoup plus opérationnels. Et là, nous, on utilise Tableau comme plateforme self-analytics, devise, etc. Et en 3 ans, depuis qu'on a créé la direction data, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, il a fait x5. En dehors de la direction data, donc vraiment sur les autres équipes, on est aujourd'hui à 200 sur une entreprise de 400-500 personnes. Et le troisième indicateur, c'est sur la production de données justement via Tableau, toute la partie exploratoire qui a été mise en place avec les autres équipes. Pour donner une idée, sur le premier semestre 2022, on avait à peu près 2/3 des workbooks qui étaient créés par la direction data et 1/3 par des profils d'exploreurs en dehors. Et puis sur le deuxième semestre, c'est arrivé à 50-50. Et là, sur le premier semestre 2023, c'était l'inverse, c'est que c'était 2/3 de la production des workbooks qui était côté Explorer et 1/3 côté data. Et c'est ça qui est intéressant de voir cette démarche-là. Et ça concrétise aussi assez bien finalement cette transformation, de pouvoir se dire, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont accès à beaucoup plus de données. Et attends, juste sur ce concept des workbooks Explorer versus côté data, tu peux m'expliquer en 2 mots? En fait, sur Tableau, tu as plein d'usages possibles qui sont différents. Tu peux soit l'utiliser en mode, je veux faire un joli dashboard qui est bien intégré, dans lequel j'ai mes filtres, facilement utilisable par tout un chacun. Et puis, tu as aussi une fonctionnalité qui est plus exploratoire, dans laquelle, en fait, tu peux te connecter à une base de données et finalement, sans avoir à faire de code à développer, avec du glisser-déposer, tu vas pouvoir faire ton analyse, répondre à une question. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que on avait beaucoup de gens qui pouvaient se poser beaucoup de questions. Et plutôt que de passer par l'équipe data pour se dire, OK, je voudrais avoir telle info sur tel chiffre, en fait, on va montrer comment ils peuvent accéder eux-mêmes à cette information. Et donc, aujourd'hui, sur la partie Explorer, il y a à la fois des personnes qui vont faire des jolis dashboards qui vont ensuite être réutilisés avec leurs équipes, mais on va aussi avoir des explorers qui vont faire cette partie vraiment exploratoire de la donnée, analytique. Donc, c'est pas des jolis dashboards, mais par contre, ils vont se poser une question et avoir la réponse. Ouais, donc ça rejoint un peu toute cette grande tendance du self-service dont on parle souvent. Et là, ce que tu as évoqué un peu plus tôt, c'est une manière justement de suivre sa performance, enfin la performance ou l'atteinte de l'objectif, faire tendre le plus possible l'organisation vers du self-service. Quelle est peut-être la grosse difficulté ou les quelques grosses difficultés que tu as rencontrées dans le cadre de ce challenge un peu, lancement de département data, et puis aussi avec cet objectif de créer une organisation data autonome? Un des challenges, et je pense qu'on y est à peu près tous confrontés, ça revient en tout cas assez souvent dans les échanges, c'est le sujet de la priorisation, de la gestion du court terme versus le long terme. Voilà, tout à l'heure je prenais l'image de l'iceberg. Le but, c'est pas de se dire on va travailler que sur des sujets de fond et on va délivrer dans 18 mois. C'est toujours trouver cet équilibre-là qui est assez difficile parce que énormément de sujets, énormément de priorités qui peuvent en plus être mouvantes. Donc je pense que c'est un challenge sur lequel on a été pas mal confrontés. La solution, alors il n'y a pas une solution, mais c'est vraiment d'essayer de trouver comment on peut adapter les modes de fonctionnement, comment on peut travailler en proximité avec les autres équipes pour bien comprendre c'est quoi les besoins, comment on peut les aider dans cette démarche-là. Une des deuxièmes difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est le fait de faire beaucoup de choses d'un coup, un peu tout d'un coup, parce que nous, on était dans cette approche où finalement, on avait au départ pas la techno, on avait des nouvelles personnes qui sont arrivées, et donc on a eu tout un travail à la fois de structuration de l'équipe, mais aussi de monter en compétences techniquement, de création de la plateforme, des bonnes pratiques. Et donc, ça a été un enjeu qui était assez fort, puisqu'en plus, comme on le disait juste avant, on avait un enjeu de délivrabilité qui était important. Donc, ce côté-là, essayer de délivrer, d'avancer plein de sujets en même temps, c'est hyper intéressant, mais c'est aussi assez challenging. On se rend compte a posteriori qu'il y a des choses sur lesquelles on a dû réajuster plusieurs fois pour essayer de trouver la bonne formule. Une troisième difficulté à laquelle on a été confronté, c'est un peu le toujours plus. Quand on parle avec d'autres équipes, j'ai besoin de plus de données, j'ai besoin de plus d'historique, j'ai besoin d'outils plus puissants, j'ai besoin d'une licence plus élevée. Et en fait, l'impression qui est de dire qu'il y a un peu cette fuite en avant,
Alors que parfois, c'est finalement de se dire comment je vais réussir à faire mieux avec ce que j'ai sans forcément me dire que la solution, elle va passer par plus. Donc ça, c'est un vrai travail de pédagogie, d'acculturation et de réussir aussi à démontrer, non, mais par rapport à l'enjeu qu'il y a là, avec ce qu'on a à disposition, on peut faire. Il y a une quatrième difficulté à laquelle on a pu être confronté, et là, ça rejoint pas mal la question organisationnelle, c'est justement le fait de bien trouver ses marques, les périmètres, qui fait quoi. C'est vrai qu'au départ, on était dans une approche avec beaucoup de build, donc c'était l'équipe data qui faisait beaucoup de choses, et puis au fur et à mesure, on avait d'autres équipes qui sont montées en compétences dessus, des analystes qui sont arrivés, des analystes financiers, des analystes business, risque, prod, etc. Et donc, qui montaient aussi en compétences là-dessus. Et ça a été, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'organisation polymorphe, c'est vraiment de réussir à s'adapter à tout ça. Et c'est quelque chose qui est aussi assez difficile, assez inconfortable pour les équipes, parce que dans certaines situations, quand je travaillais avec une équipe donnée, c'est la répartition des rôles, c'est celle-ci, et puis en fait avec une autre équipe, ça va être différemment. Et donc c'est ce flou-là qui, moi je suis persuadé qu'il amène une vraie créativité, une vraie intelligence collective. Il crée aussi de l'inconfort, et ça a été une difficulté qu'on a pu rencontrer avec les équipes data. Ouais, c'est intéressant parce que souvent, la solution face à ce flou, en tout cas, quand je reviens souvent sur mes années conseils, quand tu travailles en tout cas dans des boîtes qui sont beaucoup plus structurées ou plus grosses, la solution, ça va être de faire des RACI. C'est de vraiment identifier tâche par tâche ce qui doit être fait dans le cadre, je sais pas, d'un objectif, n'importe quoi, une analyse ou un projet data. Et puis ensuite, sur chaque tâche, d'aller identifier précisément qui fait quoi, mais dans un micro-détail. Dans le RACI, c'est qui est responsable, qui doit être informé, qui est blablabla. Toi, c'est quelque chose finalement que en tout cas que tu adoptes pas forcément, et c'est souvent le cas en tout cas dans les startups, de garder un peu de flou, mais pour toi, c'est même bénéfique justement parfois de laisser les gens trouver leur propre terrain d'entente, de voir où ils veulent se passer le bâton, et ça va dépendre finalement d'une équipe à une autre, d'un binôme à un autre, etc. C'est un peu ce côté paradoxal où on parle souvent d'empowerment, donc de ne pas mettre des gens dans des cases. Et en même temps, l'organisation, c'est ça qu'elle fait d'une certaine façon, c'est mettre des gens un peu dans des cases. Et il y a un côté qui est très rassurant parce qu'on a un cadre, ça donne des rôles, des responsabilités. Le fait d'avoir des processus, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais c'est aussi quelque chose qui peut parfois limiter un peu l'intelligence collective, la créativité. Et c'est aussi de se dire qu'au sein d'une même équipe, tout le monde n'est pas homogène. Un processus, comme tu décris, avec un RACI qui est quelque chose de bien standardisé, très processé, ça va très bien marcher sur certains sujets sur lesquels on a besoin d'industrialisation, sur lesquels il y a des enjeux réglementaires de conformité. Mais c'est aussi de se dire que sur certains sujets, on a envie de laisser ce flou-là pour faire en sorte que les personnes puissent s'adapter aux autres. Parce que quand je travaillais avec une équipe, peut-être que si je travaille avec personne A, il va me livrer tel sujet de telle façon. Et donc, je vais me dire que toutes les personnes de cette équipe vont me livrer de la même façon, alors qu'en fait, ils ont des compétences différentes. Et je pense que ça, c'est important de garder une organisation qui sait finalement évoluer et s'adapter en fonction des compétences de chacun, et d'avoir ce côté un peu polymorphe et un peu flou presque, qui est encore une fois pas forcément confortable, mais qui est, je pense, assez enrichissant et qui fait aussi beaucoup progresser et qui stimule cette créativité collective. Je reviens un peu sur les bénéfices que tu citais tout à l'heure. Et donc, il y avait notamment la délivrabilité des projets. Il y avait le ROI sur les projets, effectivement, sur lesquels l'équipe data a de l'impact. Et puis, il y en avait d'autres. Mais du coup, je m'arrête un peu là-dessus. C'est vrai qu'à la fin, ce qu'on fait en data, ça a quand même pour objectif d'avoir un impact sur le business. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un ou deux projets que vous avez fait justement là sur ces dernières années ? Le use case prioritaire qui a été identifié il y a quelques années quand on a lancé tout ce projet, c'était les scores de solvabilité. Donc nous, on fait du paiement, on fait du financement, on fait du crédit, et donc on a un enjeu qui est fort de savoir dire en temps réel, telle personne, par rapport à la demande qu'elle me fait, j'accepte ou je refuse. Et donc ça va nécessiter en fait tout un travail au niveau des algorithmes qu'on va mettre en production, et donc tout un travail de data derrière. Aujourd'hui, on a une quarantaine de modèles différents en production, donc en temps réel, qui gèrent à peu près 2 millions, 2,5 millions d'appels tous les mois. On a autant de modèles parce qu'on a beaucoup de spécificités d'un point de vue data entre des produits qui vont être différents, des parcours qui vont être différents, des partenaires qui vont être différents, et donc on essaie de s'adapter là encore en fonction de la typologie de données que je vais avoir à ma disposition pour prendre ma décision. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un enjeu qui est cœur business pour une fintech comme Floa, de savoir maîtriser son risque, de savoir finalement octroyer les crédits, les demandes de financement de la meilleure façon que ce soit. Et en fait, ça pose aussi des questions de fond qui sont assez intéressantes, puisque pour arriver à maintenir une quarantaine de modèles, nous on a une quinzaine de data scientists, soit en fait on se dit ok, maintenant on a fait donc en 3 ans, je crois que ça représente à peu près x5 en termes de nombre de modèles, soit on passe notre temps à les réapprendre, à faire en fait cette veille, ce monitoring, soit on arrive à vraiment travailler, industrialiser le cycle de vie des scores
pour en fait garder du temps pour travailler toujours sur des nouveaux modèles, sur de l'exploration. Et donc, il y a un vrai sujet qui est autour du cycle de vie des scores, c'est comment je vais automatiser finalement l'analyse de la dérive de mes modèles, comment je vais travailler sur le réapprentissage de mes modèles, donc tout ce qui est automated machine learning. Et c'est un sujet qui est hyper intéressant à la fois d'un point de vue technique, mais aussi sur toutes les conséquences que ça peut avoir pour le fonctionnement et pour la délivrabilité, parce que c'était vraiment le projet sur lequel on était attendu, parce que c'était un peu le tip of the iceberg dont je parlais tout à l'heure. Ce projet de dire, OK, on a des scores, on a les meilleurs scores possibles, et ils nous permettent de gérer notre risque et de financer nos clients. Bah écoute Sébastien, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, alors moi je vais avoir deux contenus alors qui sont pas particulièrement liés à la data. Le premier, c'est un livre qui s'appelle Turn the Ship Around par David Marquet, qui est en fait l'histoire d'un commandant dans la US Navy qui a pris en charge un sous-marin qui était parmi les pires sous-marins qu'il pouvait avoir, et en fait qu'il a transformé via son approche un peu en termes de leadership pour faire une équipe autonome et performante. Et donc c'est d'un point de vue approche leadership, d'un point de vue comment réussir à encourager l'initiative, à favoriser en fait une culture dans laquelle il y a cette prise de décision individuelle. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que lui, il inspire à repenser la hiérarchie, à repenser en fait la notion d'autonomie et de prise de décision individuelle, et en fait un peu l'image du chef qu'on a souvent, la notion de leader charismatique qui est là pour prendre des décisions, pour trancher, pour taper du poing sur la table. Alors que lui, il est dans une approche qui est justement beaucoup plus autour de l'autonomie, de la responsabilisation. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Et le deuxième contenu, c'est un article de blog qui s'appelle The Thinking Ladder par quelqu'un qui c'est Tim Urban, et qui en fait là revisite un peu le sujet de l'échelle de la pensée, la notion de binarité, et en fait qui part du constat qu'il y en a plein de problèmes qui sont liés à une sursimplification de problèmes complexes, où on a envie de mettre les choses dans des cases sur un axe à 2 dimensions. Et donc il challenge en fait beaucoup cette pensée binaire, cette pensée en 2 dimensions, au travers de ce qu'il appelle l'échelle de la pensée. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent. Là, on a parlé beaucoup d'organisation, et justement de se dire une organisation, elle n'est pas binaire. C'est pas je suis dans une équipe ou dans l'autre. C'est pas je mets les gens dans des cases. Et ce côté qui peut être parfois très rassurant de simplification, il peut avoir aussi des impacts assez néfastes. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans son article. Ça a l'air passionnant. Écoute, je vais aller regarder ça. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, ce que j'adore, c'est faire parler les chiffres. C'est finalement, à partir des données qu'on va pouvoir avoir à disposition, trouver des insights, trouver des idées. Et puis, ce que je trouve aussi marrant, c'est le côté un peu ce que les anglo-saxons appellent calling bullshit, où en fait, on se rend compte que la donnée, elle peut être bien utilisée, mais elle peut être aussi mal utilisée. Alors, pas forcément consciemment, je veux dire, mais il peut y avoir des biais, il peut y avoir des problèmes dans des ordres de grandeur. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, le côté stimulation intellectuelle autour de ça, où en fait, quand on va avoir quelqu'un qui va présenter une analyse, de pouvoir finalement challenger cette analyse et pas juste de se reposer sur l'output, mais de se dire, OK, comment elle a été construite, c'est quoi les hypothèses, est-ce que les chiffres de grandeur matchent, est-ce qu'il y a des biais particuliers. Et je trouve que toute cette partie-là autour de l'analytique, des chiffres, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Clairement, écouter les autres. Moi, ce que je disais, quand je suis arrivé chez Floa, je ne connaissais pas la data. J'ai tout découvert grâce aux équipes qui m'ont tout appris, et sur lesquelles j'ai pu me reposer en toute confiance finalement pour au fur et à mesure progresser, et en les écoutant changer d'avis aussi, d'avoir un cheminement qui nécessite de s'adapter. Et moi, j'ai beaucoup progressé, je trouve ça hyper enrichissant. Et peut-être, je rebondis là-dessus à titre personnel, parce que je trouve que c'est un challenge intéressant, et c'est pas il y a plein de gens, je pense, qui sont devenus leaders data en ayant découvert la data assez tard dans leur carrière, ou en tout cas qui n'ont pas commencé leur carrière dans la data. Mais il y a aussi plein de leaders data que je reçois qui, eux, sont, tu vois, en démarré sur un rôle data très spécifique, genre data engineer, data scientist, et on peut imaginer que c'est peut-être plus facile pour eux à la base de gagner, d'avoir la crédibilité auprès des équipes, etc. Je voudrais peut-être que tu rebondisses 2 secondes là-dessus. Genre, toi, ça a été un challenge en particulier. Sur quels éléments ça t'a demandé un effort particulier, peut-être quand même, d'aller te former parce que tu me disais que tu avais quand même un grand ingénieur, donc tu avais quand même la possibilité peut-être ou la facilité d'aller comprendre les concepts techniques, mais est-ce que du coup tu l'as vraiment fait cet effort? Ou est-ce que finalement tu te dis que ton rôle n'est pas là et que, un peu comme tu le dis, tu es plutôt là pour positionner les bonnes personnes, les écouter et... C'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, comme je suis arrivé au départ en travaillant avec l'ADG sur plutôt une partie un peu chef de projet PMO, j'ai pu avoir ce côté un peu touche à tout qui m'a permis aussi de pas mal découvrir. Et en fait, comme la plateforme data, on est en train de la monter à ce moment-là, en fait, j'ai progressé avec la plateforme. J'ai appris au fur et à mesure, et en fait, ça m'a permis de prendre le train en marche
Et au final, aujourd'hui, d'avoir une vision qui est quand même assez exhaustive de les données qu'on va avoir sur la plateforme, si on a besoin de faire tel ou tel usage, comment on va pouvoir s'y prendre. Et c'est des choses qui sont, c'est vrai, qui sont assez importantes. Avec le recul, c'est une chance que j'ai eue et qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. C'est aussi, après, tu parlais de crédibilité. Hein, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé d'avoir cette période-là. Parce qu'au départ, moi, quand je suis arrivé chez Floa et que je posais des questions sur la data, je pense que les gens se disaient, mais c'est qui lui? Enfin, pourquoi il me parle de ça? C'est quoi cette question? Parce que effectivement, j'avais pas cette assise technique. Mais d'un autre côté, c'est ça aussi qui est assez intéressant d'un point de vue un peu vision globale, d'avoir quelqu'un qui vient avec un regard différent, qui pose des questions. Voilà, il s'agit pas effectivement d'arriver ni en expliquant la vie, ni un peu en mode touriste, mais par contre, de se dire, j'essaye de comprendre, et en fait, en essayant de comprendre, souvent, ça fait se poser des questions aux autres personnes, et en fait, ça les fait avancer, ça les fait progresser. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Je pense que les compétences pour faire ça, c'est avant tout de la curiosité, vraiment avoir envie de découvrir, de poser des questions, le côté un peu connect the dots, faire le lien en fait entre plein de sujets différents. C'est quelque chose qui aide beaucoup dans ce type d'environnement-là. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de progresser au fur et à mesure sur ces aspects-là, ouais. Sans avoir, comme tu dis, l'expérience technique au préalable qui fait que c'est une assise et une légitimité d'une certaine façon qui peut être perçue comme telle. Ouais. Et dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que moi, le meilleur conseil qu'on a pu me donner, en tout cas celui que je donnerais, c'est vraiment de toujours se mettre à la place des autres. Je pense qu'on a énormément de sujets sur lesquels en fait, c'est pas suffisamment efficace, ou même ça peut aller jusqu'au conflit parce qu'on se met peut-être pas suffisamment à la place des autres. C'est quelque chose qui est très difficile, mais qui, je pense, est hyper intéressant et qui fait beaucoup progresser dans OK, telle personne, elle me demande ça, pourquoi? OK, elle a réagi comme ça, mais pourquoi? OK, c'est pas facile la façon dont elle a réagi, mais... Et en fait, d'être vraiment tout le temps à essayer de se poser cette question-là, de se mettre à la place des autres, et ça, je pense que ça fait sortir un peu d'une position qui peut être défensive. Et c'est quelque chose qui est, qui est un peu fatigant parfois, mais qui est aussi hyper enrichissant et qui permet vraiment de prendre les perspectives un peu de tout le monde dans les différents projets qu'il peut y avoir. Être empathique. Écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Sébastien de venir partager un peu ton expérience, ton parcours, ce que vous avez fait en data, ce challenge sur le podcast. Je te dis à bientôt. Merci à toi, merci pour l'opportunité et l'échange, c'était cool. Et puis petite dédicace à l'équipe, je disais, c'est vrai que c'est une équipe en or, j'ai la chance de m'éclater, c'est super cool tout ce qu'on a pu faire. Et puis petite mention spéciale pour Laurie et Didier qui ont rendu possible ce podcast avec toi. Allez, on leur passe le bonjour. Ciao. Merci.